Est-ce qu'on peut, en fait, si on était pour donner conseil à un dentiste dans le secteur ou un chirurgien maxillofacial dans le secteur privé et poser la question, répondre à la question suivante, qu'est-ce que je devrais porter comme habit et comme protection personnelle si je vais soigner un patient qui est COVID négatif où je n'ai pas le choix que de générer de l'aréosol dans l'intervention. Je dois utiliser une pièce à main, j'ai aucun choix. D'après les discussions que j'ai eues avec d'autres chirurgiens maxillofaciales, que ce soit en Alberta ou à l'est du Canada, la réponse est la suivante, c'est que, ce n'est pas prudent d'intervenir et de générer de l'aréosol dans le secteur privé avec les équipements que nous avons pré-COVID, c'est-à-dire un masque, un chapeau chirurgical, lunettes, sans un masque N95 et dans l'absence d'une pression négative dans la salle, apparemment que ce n'est pas prudent de générer de l'aréosol. Alors, il faudrait à tout prix éviter ce scénario-là. C'était pas une question piège parce que souvent on parle de, c'était juste une question qui n'était pas très très claire. La réponse n'était pas claire auparavant et elle demeure toujours pas très claire dans les lignes directives qui sont courantes. Mais ce qu'on m'a répondu aussi, c'est que techniquement il faudrait essayer d'enlever une dent sans utiliser une turbine. Et si techniquement les racines cassent, ben c'est de valeur, mais il faudrait laisser les racines en place pour l'instant et utiliser l'antibiothérapie. Une chose qu'on voit souvent, c'est que s'il s'agit d'une dent qui est la source d'une infection et qu'il y a un abcès, ben, c'est pas la première fois qu'on verrait un scénario où quelqu'un aurait fait une incision et un drainage et laissé la dent en place en sachant qu'il faudrait qu'elle soit enlevée à un certain point à l'avenir. Alors, tout ça pour souligner, encourager nos collègues de ne pas intervenir dans le contexte d'une génération d'aérosols dans leur cabinet privé. Je pense que ça serait quelque chose que je découragerais à tout le monde, je pense. Êtes-vous Oui, d'accord sur ce point-là? je peux peut-être amener une précision à ce niveau-là, c'est que du point de vue chirurgical, c'est très difficile de dire qu'on peut limiter à 100% la production d'aérosols. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour un dentiste, s'il y a un cas urgent avec une pulpite, par exemple, euh, il est conseillé de placer la digue. Ça peut aider, c'est pas parfait, mais en plaçant la digue, ben, on limite le contact avec la salive et à ce moment-là, on peut se limiter à faire une pulpotomie, par exemple, pour éliminer la douleur qui peut venir d'une pulpite aiguë. Mais quand on a un problème qui est une infection qui est plus périapicale, j'imagine, ou bien l'extraction de la dent, ou bien des antibiotiques à ce moment-là seront nécessaires. Mais moi, je favoriserais des antibiotiques pour essayer de limiter le plus possible toute intervention pour ces patients-là. Michel, puisqu'on parle d'intervention et des corridors entre les hôpitaux, est-ce que tu peux me décrire demain s'il y a un patient qui est référé au centre hospitalier avec une fracture maxillofaciale très grave? Comment est-ce que ça se passerait? C'est quoi le cheminement de ce patient-là dans le système hospitalier? Alors, dans notre système présentement, on peut parler, comme on a mentionné, ça change d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre. Présentement, évidemment, on continue à voir les traumatismes. Tous les patients qui ont des traumas sont vus à l'hôpital. L'hôpital a une directive interne de faire tester ces patients-là pour savoir s'ils sont COVID négatifs ou COVID positifs, même s'il n'y a pas de symptômes qui se présentent. Et une fois qu'on a le résultat, évidemment, le patient va être traité dépendamment de la priorité ou de l'urgence du cas. Donc, on continue à les traiter. La directive, c'est que on traite seulement les cas urgents et pas de cas électifs à présent. Dans le contexte d'une intervention chirurgicale, est-ce que tu peux nous décrire, je sais qu'à l'Hôpital général de Montréal, nous avons quelques salles, au moins quelques salles ou quelques blocs opératoires qui sont considérés comme des salles de pression négative. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit exactement, cette salle-là? Il faut faire une différence entre donc les salles d'opération d'habitude sont des salles à pression positive. L'idée c'est que il faut pas que la salle soit contaminée, donc la salle elle est positive. C'est pas une salle à pression négative dans les salles d'opération comme chez nous à l'hôpital général de Montréal au bloc opératoire il y a je pense une seule salle
qui est à pression négative. Donc, vous pouvez voir un peu la difficulté pour tous les centres hospitaliers de pouvoir opérer les patients qui sont COVID positifs parce que les salles d'opération, par définition, sont à pression positive et non pas à pression négative. Évidemment, il y a un effort supplémentaire qui se fait présentement pour essayer d'avoir plus de salles à pression négative pour que ça soit l'inverse, évidemment, où est-ce qu'on veut que le virus soit à l'intérieur de la salle et ne sort pas de la salle. Ce qui est, comme je viens d'expliquer, au contraire de ce qu'on fait normalement, où est-ce qu'on veut envoyer tous les virus à l'extérieur de la salle et avoir moins de contamination à l'intérieur des salles d'opération. Alors, ça étant dit, oui, quand on a un cas COVID positif, maintenant, la salle d'opération privilégie ou préfère mettre ces patients-là dans les salles qui sont à pression négative, qui sont encore limitées. Et c'est pour ça que les opérations, encore une fois, c'est une des raisons pourquoi on a diminué le plus possible les opérations pour pouvoir accommoder les patients qui sont COVID positifs. Pour la clinique, pour les cliniques externes, on a présentement 2 salles à pression négative qui ont été construites là dernièrement pour qu'on puisse traiter les patients. Alors encore là, il y a un protocole bien précis que tout le personnel, incluant les chirurgiens, doivent suivre. Un, pour mettre leur équipement de protection avant de rentrer dans la salle. Donc, il y a l'antichambre qu'on appelle. Ensuite, on rentre dans la salle à pression négative et quand on sort, la même chose, il faut que, on attend 30 minutes pour que les virus soient tous, si vous voulez, déposés par terre, s'il y a quelque chose dans désactivé. Oui, dans l'air. Et ensuite, on sort dans l'antichambre, on enlève notre équipement. Il y a aussi une façon bien précise. Et ensuite, on peut aller rejoindre les aires communes de l'hôpital pour essayer de ne pas contaminer les autres places dans l'hôpital. Okay. Je veux juste souligner à notre audience, aux gens qui écoutent cet enregistrement, que nous sommes ici en train d'avoir une discussion concernant les différents scénarios qu'on pourrait confronter en tant que clinicien qui œuvre dans notre communauté en tant que chirurgien maxillofacial. Et les conseils qu'on vous donne nous ne sommes pas mandatés par l'Ordre des dentistes du Québec ou n'importe quel ordre légal pour vous donner conseil. On est ici pour vous dire comment nous, on gérait une situation de façon, soi-disant, informelle et tenant compte de nos différents rôles dans les centres hospitaliers où nous œuvrons. Si je peux te demander, Mathieu, si tu étais pour donner conseil à un chirurgien maxillofacial au Québec, dans la province de Québec, qu'est-ce que nous pouvons faire dans le contexte de cette pandémie? Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans cette situation? En fait, on va commencer par, on devrait se conformer là, puis respecter là, les directives là, qui sont émises. Moi, ça c'est le conseil là, aux membres de mon association. Après ça, au fur et à mesure que la crise sanitaire va évoluer, je pense qu'il va falloir offrir notre aide. Là. Nous désirons offrir notre aide et collaborer là, avec les différentes instances là, en milieu hospitalier, allant de traiter les patients avec des pathologies là, maxillofaciales, traumatiques, infectieuses ou autres, mais éventuellement, dans les cas où ça viendrait à s'aggraver, ça se peut que certains d'entre nous soient appelés à donner la main à la pâte, vraiment, par exemple, là, pour assister là, certains intensivistes ou anesthésistes là, dans leurs centres respectifs. Là. En tant que je suis chirurgien qui opère à l'hôpital général de Montréal et je reçois des courriels de la direction de la chirurgie ce sont des courriels qui sont envoyés à tous les chirurgiens qui œuvrent et les médecins qui œuvrent dans l'hôpital, demandant de participer ou d'agir comme un pseudo-résident dans l'institution. Est-ce que j'ai compris que vous êtes en discussion avec la Régie d'assurance maladie ou le gouvernement concernant le potentiel qu'un chirurgien maxillofacial pourrait formellement jouer ce genre de rôle? Ou? Effectivement, on est en contact étroit là, avec les gens là, du ministère là, et leurs représentants pour parler à différents niveaux. D'abord, je pourrais dire, là, afin qu'on puisse avoir un accès là, au dossier là, Santé Québec pour traiter d'abord nos patients.
Et puis, surtout dans un contexte où on va privilégier pendant la crise de traiter ces patients-là là, soit par téléphone ou par vidéoconférence. Donc, ça devient d'autant plus important là, d'avoir accès là, au dossier. Également, bon, il y a différentes options là, qu'on regarde. On travaille là, avec les gens du ministère là, pour ça. OK. Il faut dire qu'on est je te dirais, des intervenants assez privilégiés parce qu'on combine des connaissances dentaires, des connaissances médicales et évidemment des connaissances chirurgicales. Puis qu'on est déjà dedans. Je pense qu'on a non seulement une place, mais on a eu une offre et une volonté de collaborer. Puis on attend juste qu'on soit incorporé là, dans les mêmes conditions, puis avec les mêmes statuts et privilèges que tout le monde. Puis ça ne tardera pas à arriver. C'est juste une question de pourparler puis d'entente. Et je pense que le réseau de la santé ne peut pas se priver d'aucune des bonnes volontés et des bonnes compétences qui existent. Non, je pense qu'on est les meilleurs formés pour traiter les pathologies là, buccales et maxillofaciales. Et puis je pense qu'on n'a rien on n'a pas à être gêné également là, de certaines autres disciplines là, médico-chirurgicales. Je pense qu'on est capable de donner de mettre la main à la pâte, d'amener de l'eau au moulin ou peu importe. Il s'agit d'être formellement. On a notre rôle à jouer là-dedans. Malheureusement, il s'agit d'être formellement reconnu dans nos capacités, comme on l'a fait dans d'autres secteurs, que ce soit le trauma facial ou l'oncologie. Tout à fait. Pierre-Éric, j'aimerais te poser quelques questions. L'une, c'est la première, c'est concernant les conseils que tu aurais peut-être à nous donner en tant que chirurgien maxillofacial au Canada et dans la province du Québec. Et deuxièmement, c'est concernant ce que tu vois comme l'avenir de la pratique de la médecine dentaire et la chirurgie maxillofaciale compte tenu de ce qui vient de vraiment bouleverser notre existence professionnelle. Aurais-tu quelques mots à dire là-dessus? En ce qui concerne les chirurgiens, tous les chirurgiens, particulièrement ceux qui ont déjà une présence ou une implication dans le réseau de la santé, pour vraiment se mettre à la disposition de ces gens-là pour leur faire valoir, du réseau, leur faire valoir, peut-être pas précieuse ni indispensable, mais je pense pas personne ne peut se passer de la bonne volonté, des bonnes compétences, et puis des gens qui sont déjà, n'ont pas besoin d'importer des gens de partout ailleurs dans le monde. Il y en a qui sont disponibles ici, c'est nous, puis on est là, puis on veut participer. Alors, je pense que tout le monde devrait au moins s'informer puis offrir là, sa présence et sa participation là, dans toutes les régions et dans le réseau public. Dans le réseau privé, là, ça peut juste se faire en autant que la santé et la sécurité de soi-même, de son personnel, de ses infrastructures et de ses patients peut être assurée. Et ça va devenir de plus en plus difficile compte tenu de la rareté des équipements minimalement suffisants pour assurer cette sécurité-là. Finalement, je pense qu'on va pouvoir aussi éventuellement prolonger la réflexion. Je sais pas, la peur, hein? La peur, en immédiat, ça sent mauvais, mais maintenant, on nettoie, puis là, tout d'un coup, on ne se souvient plus qu'on a eu peur. Moi, je pense qu'on va se souvenir longtemps qu'on va avoir eu peur. Puis je pense que l'humanité, ou en tout cas notre société, devrait se rappeler que là, on travaille en temps de guerre avec des mentalités d'urgence, des réseaux et des infrastructures qui sont souvent insuffisants parce qu'on n'avait pas pensé à ça, parce qu'on n'avait pas pensé à l'impossible et à l'ingérable, mais là, on est dedans. Mais j'espère qu'on va s'en souvenir au lendemain. Puis en fait, il n'y en aura pas de lendemain. Parce que si ce n'est pas le coronavirus, il y en aura d'autres. Si ce n'est pas une menace biologique, on a déjà vu des menaces climatiques, des menaces géographiques. Je pense qu'elles vont s'intensifier. Et c'est notre rôle, en tout cas, en tant que professionnel de la santé qui chevauche à la fois dans le monde médical qu'il n'y a pas de santé s'il n'y a pas de santé dentaire. Et s'il n'y a pas de santé dentaire organisée, on s'expose à peut-être pas des catastrophes, des tragédies, mais en tout cas des incongruités, des négligences et peut-être, oui, des tragédies pour des gens qui vont mourir ou devenir affectés, là.
avec des choses qu'on aurait facilement pu prévoir. Puis pas juste des choses d'urgence en temps de tragédie, de pandémie, mais aussi là, dans la vraie vie, à tous les jours. Il y en a du monde qui vont continuer à être affectés par des situations pour lesquelles le réseau public devra être non seulement mieux équipé, mais je dirais, mieux préparé en termes d'infrastructure. Où est-ce qu'on voit ces gens-là? Comment on les traite? Et puis, que ces choses-là soient toujours non seulement en utilisation, mais prêtes à être rehaussées comme celles qu'on vit actuellement. J'espère juste qu'on va se souvenir parce que quand on ne tient pas compte de l'histoire et du passé, bien, on est un petit peu condamné à le répéter. Et je ne pense pas que personne va souhaiter que la crise du COVID se répète plutôt dans les conditions qu'on vit actuellement, qui sont quand même un peu incertaines, même si elles n'ont pas donné lieu encore à des tragédies et des décès, en tout cas reliés à notre domaine de qualification. Oui. J'aimerais premièrement vous remercier tous les trois pour avoir participé. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement très, très facile. C'est rarement du noir et blanc dans le raisonnement et les décisions qu'on doit prendre dans ce contexte-là. Alors, j'apprécie beaucoup que vous nous ayez prêté la main et votre expertise pour répondre à certaines des questions. Pour des auditeurs qui nous écoutent à travers le Canada et au Québec, je veux que vous sachiez que vous êtes probablement peut-être à la maison. Votre bureau est peut-être en suspens ou très limité dans ses activités. Je veux que vous sachiez que on est tous des entrepreneurs. On a tous soi-disant des commerces dans le secteur de la santé qui sont vraiment compromis présentement. Et on est très sensible au fait que ce genre de phénomène peut être très isolant. On peut se sentir un peu seul dans ce scénario-là à la maison, même si on est peut-être entouré par notre famille et nos enfants, et on a pris différents rôles d'être enseignant à la maison parfois. Mais on veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment une fraternité de chirurgiens buccales et maxillofaciales au Canada qui se rassemble en dessous du chapiteau de l'Association canadienne de chirurgie maxillofaciale au Canada. On est là pour vous écouter. Si vous voulez nous rejoindre à travers le site web et nous poser des questions, on est là. Il y a évidemment l'Association de chirurgiens buccales et maxillofaciales du Québec qui est aussi présente et représentée dans cette vidéo-là. Et merci beaucoup, Mathieu, pour d'avoir participé. On est là pour vous. Et évidemment, c'est une situation qui évolue assez rapidement, comme on a mentionné. Et s'il y a des changements dramatiques et majeurs qui nécessiteront un ajustement à ce qu'on a partagé avec vous comme information, vous pouvez peut-être compter sur nous sur une autre nécessité d'une séance comme celle-ci pour mettre à jour les informations qu'on a partagées avec vous. Michel, si je pouvais te poser une petite question sur le sujet de l'organisation des centres hospitaliers et ta perspective, étant donné que tu œuvres de façon importante dans le centre hospitalier, c'est quoi ta perspective sur le niveau de préparation et de stratégie qui a été adopté par les hôpitaux et qu'est-ce qui a influencé ce phénomène-là? Si tu peux nous parler un peu de ça? Ben, en fait, je suis pas, disons, le spécialiste dans les administrations des hôpitaux, mais je peux dire que il me semble que les hôpitaux se sont bien préparés pour cette pandémie, en tout cas selon ce que je vois. Et on peut dire que les administrateurs du réseau de la santé ont tiré des leçons des autres pays qui ont été affectés avant nous, comme l'Italie ou en Corée du Sud aussi, pour appliquer des bonnes choses à notre système pour pouvoir gérer ces cas-là. Le plus important, en fait, ce qui a été fait, c'est que toutes les chirurgies électives ont été annulées. Il y a beaucoup de cliniques qui ont été fermées pour diminuer l'achalandage dans les hôpitaux, pour essayer de libérer des lits, que ce soit dans les soins intensifs ou sur les étages, afin de pouvoir recevoir les patients qui auront besoin d'être hospitalisés dans les hôpitaux.
Alors, je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, les choses semblent sous contrôle. Il y a eu 4 niveaux qui ont été établis par les dirigeants. On est au niveau 2 présentement. On espère qu'on n'arrivera pas au niveau 4, où est-ce qu'ils vont faire appel peut-être à des chambres d'hôtel, où est-ce que les patients vont être transférés là-bas. Mais même à ça, je pense que ce soit les responsables hospitaliers ou le gouvernement en général, ils ont fait un bon travail. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie. J'espère qu'on va être toujours capable de bien s'occuper de ces patients-là. Par contre, je pense qu'il y a un sentiment dans les hôpitaux que c'est comme la phase pré-tsunami. La vague s'en vient, en fait, concernant ce qui est à venir dans les 2 ou 3 prochaines semaines. On espère qu'il y aura un aplatissement de la courbe, comme on dit, mais on se prépare pour le pire scénario, je pense. Définitivement, oui. C'est le calme avant la tempête. Si vous voulez, là, présentement, il y a des lits qui sont disponibles encore. Puis, on espère, comme j'ai dit, qu'on n'arrivera pas au niveau 4 où est-ce qu'à ce moment-là, les hôpitaux vont être remplis. Puis, il faut commencer à utiliser d'autres services ou d'autres lieux pour envoyer ces patients-là. Eric, tu voulais... Oui, non, je trouve que Michel a tout à fait raison en regard de la préparation du service des soins de santé publique et du réseau. Et j'ai 2 commentaires. Ça, c'est quand même la 2e ligne. La première ligne, ça reste la ligne qui a été, à mon avis, magistralement amenée par le gouvernement, M. Legault et puis Horacio, Dr Arruda et Mme McCann. Et ils ont fait tout un job à essayer de conscientiser la population parce que quand tu arrives au niveau des soins, au niveau hospitalier, tu es déjà là comme au 2e niveau. Le premier niveau, c'est vraiment de système est prêt. Puis mon 2e commentaire est à l'effet que le système est prêt, mais le système de soins dentaires, publics et privés, lui, je pense qu'il tire un petit peu de la patte actuellement. Puis il va falloir s'attarder à revenir là-dessus. Puis moi, je vais me faire fort au niveau de l'Association canadienne et québécoise là, de rappeler à tout le monde que ça va devenir peut-être pas notre priorité numéro 1, mais de rappeler à nos ordres professionnels et à nous-mêmes comme profession là, que là, ça, c'était la première sonnette d'avertissement. Si on veut que ça soit la dernière, il va falloir être beaucoup mieux préparé les prochains coups pour ce type de soins là, qui est un petit peu actuellement là, le parent pauvre ou moins bien organisé là, de l'ensemble des soins de santé. Ouais. Mon sentiment, c'est que c'est quelque chose qui était complètement imprévisible et peut-être qu'on n'a pas appris des leçons de l'épidémie de SARS et de la période où on était très inquiet de soigner les patients immunocompromis dans nos cabinets, mais je pense que c'est un scénario qui était très, très difficile à prévoir et les recommandations ont été tellement et en évolution assez rapide que c'est très difficile. Je pense que c'était un petit défi, un grand défi plutôt pour nos organisations comme l'Ordre des dentistes du Québec de publier des recommandations pertinentes et dans un temps adéquat. Ouais, c'est sûr que chaque crise est particulière, mais prochainement, dans 10 ans, dans 15 ans, là, tous les antibiotiques qu'on va avoir donnés pour pas traiter puis refroidir les urgences, on peut peut-être prédire qu'il va y avoir des résistances bactériennes qui s'en viennent. Ça va être il risque d'avoir d'autres problèmes. Là. Une question très intéressante, oui. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le domino effect, c'est-à-dire toutes les chirurgies électives qui ont été remises et il y aura un impact important au niveau des taux, j'aimerais pas dire des taux de mortalité, mais les taux de complications vis-à-vis les chirurgies importantes qui ont été remises, que ce soit dans le contexte de l'oncologie maxillofaciale ou d'autres secteurs d'oncologie en général. Effectivement, parce que présentement, comme vous le savez, c'est que même les chirurgies oncologiques ont été annulées, à moins que ce soit des priorités où il y a un danger de mort pour le patient ou dans d'autres cas, perte de membres. Là, on parle des cas de traumatisme qui sont toujours encore actifs.
Alors, il faut penser que oui, on va avoir peut-être un taux de mortalité avec le virus, mais on peut aussi avoir un taux de mortalité qui est dû au non-traitement d'autres conditions qui auraient dû être prises en charge par le système de santé, mais qu'on n'est pas capable de prendre en charge à cause de la pandémie du virus. Et ça peut être, c'est malheureux que bon, il faut mettre nos priorités quelque part. Il faut traiter les gens, mais il faut pas aussi oublier les autres. Mais parfois, les moyens sont limités aussi. Non, mais, et incluant juste la chirurgie qui est nécessaire, mais qui est tout à fait non urgente, qui, elle, une fois que les activités hospitalières vont reprises, ben, j'ai bien l'impression que la chirurgie maxillofaciale, les ostéotomies et peu importe, là, ça va être reporté, ça aussi. Là. Alors, je vous remercie encore de votre présence.